Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe du dimanche matin. Les habitués nous connaissent et ont toujours ils ont le pli, ils prennent le pli de les retrouver, à savoir donc Ramzi Hamdi qui est avec nous comme chaque dimanche matin pour le sport. Bonjour Ramzi. Bonjour Amal. Comment ça va? Très bien, avec un riche programme. Un riche programme aujourd'hui, gros plan sur le cyclisme plus particulièrement, avec Cyclisme 26e édition. Oui, cyclisme, du basket, du football et de la gymnastique. Tout à fait. Au programme. Au programme. Ça sera très riche dans un tout petit moment. Nous aurons également Samira Hadjarmar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle nous emmènera cette fois-ci au niveau donc de Médéa, le patrimoine culturel donc de Médéa. C'est le mois du patrimoine. Il faut encore le rappeler, c'est du 18 avril jusqu'au 18 mai. On aura l'occasion de beaucoup en parler ce mois-ci. Nous aurons également Yazid Aït Fahiddine dans sa rubrique Ce. Aujourd'hui, il fera un gros plan. Il aura le plaisir d'être accompagné par une grande chef pâtissière qui sera sur notre plateau, qui est une chef pâtissière de renommée mondiale. Elle sera parmi nous sur le plateau. Et nous aurons également donc à parler de la 6e édition du sommet panafricain de la transformation numérique. Il sera là pour nous parler bien sûr donc de ce salon qui aura donc lieu du 21 au 23 avril au niveau de la SAFEX. Beaucoup d'enjeux concernant cette rencontre qui va donc donner l'opportunité à bon nombre donc de spécialistes de se retrouver pour en tout cas optimiser la recherche dans ce domaine-là. Nous aurons également une artiste peintre qui sera sur notre plateau accompagnée de la galeriste. Il s'agit donc de Shefika Ferrel qui sera donc sur notre plateau. Elle est artiste peintre. Elle exposera donc cette semaine, donc le 25 avril. Son exposition est intitulée Voyage au cœur de la lumière. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et puis sans plus tarder, on vous laisse avec cette belle chanson donc, de Friklen et on se retrouve juste après. Kader japonais aussi. صبر قلبي دات مولات خلخال باقي نجري موراك زين داتو خدوجة باقي نجري موراك وزين داتو خدوجة
reconnaître donc les deux artistes qu'on aime bien, en tout cas Tikou Bawin avec Kader Japonais, avec une nouvelle chanson, nouveau clip. Merci Amira qui nous a donc présenté ce nouveau clip. Eh bien, on l'accueille comme tout à l'heure, donc avec toujours autant de plaisir. Ramzi, comment ça va? Ça va très bien, rebonjour. Donc, beaucoup d'actualités Ouais. sportives, c'est tout de suite, juste après ça. Alors, Ramzi, on va commencer avec le cyclisme. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la 26e édition. C'est plusieurs étapes. Ça a commencé vendredi. Vendredi, voilà. Avec une étape Oran-Oran, Oui. fermé, un circuit fermé. Ça s'est enchaîné hier, Oran-Tlemcen. Ça a débuté le 17, ça va se terminer le 26. La première étape a été gagnée par le Belge Jorben Lorissen. Et la deuxième étape, qui relie Oran à Tlemcen, a été gagnée dans un finish groupé, on peut dire, par le Sud-Africain, je vais pas écorcher son nom, Reinhard Jans van Rensburg, avec un temps de 3h34 minutes 56 secondes. C'est le pensionnaire de l'équipe pro sud-africaine Chenelo Pro Cycling Team. On va voir tout ça avec le résumé de notre envoyé spécial, Sid Ahmed Bouraïd. Oui, et puis ce qu'il faut dire, c'est que ce tour d'Algérie est à sa 26e édition. Ouais. C'est le tour algérien de cyclisme. On a vu venir plusieurs nationalités, oui. Et puis en nombre. Hein. Oui, tunisienne, omanaise, belge, hollandaise, sud-africaine. C'est un tour qui a de l'importance et qui prend de l'ampleur, oui. En Algérie et qui est c'est-à-dire que c'est un tour international qui est validé par la Fédération internationale de cyclisme. C'est pas du n'importe quoi. Il y a une histoire dans le cyclisme algérien. Oui, il y a une histoire dans le tour, donc c'est en tout cas ancestral aussi. Ça fait très longtemps qu'il existe. C'est culturel, oui. C'est culturel. Non, le cyclisme c'est culturel en Algérie, c'est-à-dire qu'on a des régions de Ténès, de Blida, de Borj el-Kifan, de Ain Beniel. Il y a des équipes qui s'entraînent tout au long de l'année. On peut les voir tout au long de l'année, la nuit, le jour. Moi, je les ai vus il y a quelques jours, vendredi, à Chlef. Il y a des équipes qui s'entraînent toujours, hein, même sur le plan amateur ou sur le plan professionnel, comme on va le voir. On va le voir, d'ailleurs, à travers le résumé de Sid Ahmed Bouraïd. Oui. On y va. Au bonheur des amoureux de la petite reine. La concentration est au maximum. En ce jour printanier, le peloton traverse de vastes plaines. Les coureurs restent en un seul groupe durant les 30 premiers kilomètres. L'échappée se dessine finalement avec 4 coureurs, dont 3 Algériens. Avec un parcours plat, l'écart atteint la minute. Après une relative accalmie, les contre-attaques fusent, et notamment celle du maillot jaune. Devant la concurrence entre les 4 coureurs est à son maximum. 2 coureurs représentant Miss Meliana et l'équipe sud-africaine restent seuls en tête, mais finissent par être rattrapés à leur tour. La victoire se joue au sprint, et c'est le sud-africain Jans Reinhard qui franchit la ligne d'arrivée en premier, avec un temps de 3h34 minutes et 56 secondes. Jorben Lorissen reste leader du classement général et du classement par points. Le maillot à poids, quant à lui, reste sur les épaules de l'Allemand Heiko Mitchell. C'était intense. Je me sentais bien dans l'école. Je savais que je pouvais gagner. La 3e étape, prévue dimanche, reliera Tlemcen à Sidi. Voilà, on arrive donc à la 2e étape. On a vu donc un beau résumé qui nous permet aussi de voir un peu les équipes. Ça donne envie, hein, oui, ça donne faire du vélo. Oui. Il faut avoir les capacités quand même. Oui, il faut avoir du coffre, comme on voilà. dit. Il y a eu une centaine au départ du tour. Il y a eu 101 cyclistes qui ont pris part à la 2e étape. Il y aura de la casse. Lors de la 3e étape qui va relier. Peut-être des abandons, c'est ça? Oui, des abandons, parce que c'est très difficile le cyclisme. C'est physique, on est seul, on a la machine, il faut avancer. Ça, c'est des entraînements, bien sûr, de plusieurs années, hein, pour pouvoir tenir la cadence. Pas des amateurs, moi. Voilà. Il faut le faire à son niveau, doucement. Mais ce qu'on voit ici autour d'Algérie, c'est des professionnels, il faut le dire.
Il y a des pelotons qu'il faut Oui. suivre, bien sûr, et bien entendu, la caméra aussi doit aussi suivre ces pelotons Oui. de loin, sans les perturber. De loin, oui, oui. Il faut rendre aussi hommage à notre journaliste du web, journaliste, mais Samy aussi, Samy du web. Achichou, qui est sur la moto, hein, et qui prend les Bravo. images et qui nous offre. Il faut le suivre sur la page Facebook de Canal Canal Algérie, avec de belles images de toutes les régions, hein. Il faut dire aussi que Oran, Tlemcen, aujourd'hui ça sera Sidi Bel Abbas, après ça sera Ténès et tout. L'Algérie, C'est vaste. c'est vaste, il y aura de la verdure, il y aura des C'est le montées. printemps, c'est magnifique, C'est- ça va être magnifique. c'est la Ça va bonne être donc, période. il y aura Mostaganem, Ténès, Chlef, Ouais. Hamam Riga, Chréa, Alger et Tizi Ouzou. C'est le finish. La finale, bien sûr, à Tizi Ouzou. Oui, le final, ça sera le Un panorama Ouais, divers, exceptionnel. exceptionnel. Je pense Surtout du côté de Chréa, Médéa. Oui, même Tizi Ouzou, le finish, Tout oui. à fait. Tizi Ouzou, c'est une très belle région, la Kabylie. Je pense que toutes les équipes étrangères seront impressionnées par le changement de climat, le changement de paysage, à chaque fois, à chaque ville. Le panorama, alors on a vu quand même qu'il y avait quand même des côtes. Ouais, Donc le c'est maillot des à côtes. poids, c'est le meilleur grimpeur, c'est ça Oui. Ouais. Vous y connaissez Ouais. aussi. Alors sinon, il y a aussi le maillot jaune. Le maillot jaune, Le maillot jaune, l'arrivée. oui, c'est le Belge qui garde le maillot jaune, c'est le Belge Urban Lorisian, vainqueur de la première étape, D'accord. qui n'a pas été dépassé de trop par le Sud-Africain, donc il reste maillot jaune pour cette étape. Très bien. Donc, On va parler des Algériens. oui, Oui, des évidemment. Algériens. Oui, ils sont un peu loin. Le premier Algérien, c'est Nasrallah Esmiani de l'IRB El Kantara qui a fini à la 9e position avec un temps de 3 heures 34 minutes 56 secondes. Le deuxième, c'est Hamza Mansouri de l'équipe Madar Pro Cycling Team. Et le 21e, c'est Hamza Ammari, c'est le vainqueur de la dernière édition. Je pense qu'au fur et à mesure des étapes, ils vont grimper au classement, mais ça sera très difficile face à des équipes et des cyclistes qui sont rompus à ce genre d'étapes et à ce tour. Oui. En tout cas, c'est un tour qui va encore une fois donner l'occasion donc, Oui. de visiter l'Algérie. C'est un tourisme sportif, comme on l'appelle. Voilà. Ça donne une idée sur l'Algérie. C'est vaste, il faut y aller, mais ça donne envie d'aller à Blabbas, Voilà. plutôt, à Oran, à Tlemcen, à Tunis, à Sharia. Exactement. C'est pas loin. Et puis, bien entendu, on suivra les commentaires à chaque fois donc, de Sid Ahmed Sid Ahmed. à travers ses reportages. Des reportages au journal de midi, le départ aujourd'hui, Ouais. et l'arrivée pour le journal de 19h, et l'arrivée à Blabbas. Il fait chaud, hein, donc on Oui, leur souhaite bonne chance et oui. bon courage surtout à toutes ces équipes. Oui. On va parler donc d'Omnisport à présent. Toujours dans l'omnisport, on va parler de basketball. Ouais. C'était les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. On va parler du NB Stawali, qui est l'équipe à battre, et elle a gagné le championnat. C'est le détenteur du championnat, de la Coupe d'Algérie, de la Super Coupe d'Algérie, qui affrontait le CS Tlemcen. On va voir les images. Oui, c'est une très belle équipe. Il y a beaucoup Oui. d'internationaux. On va voir le shoot. Ça, les des meilleurs joueurs, oui. Elle a gagné sur un score très très lourd face à Tlemcen, hein, 72-47. Waouh. J'ose pas le dire. J'ose pas crier. Oui, c'est le champion, hein, c'est la Ouais, meilleure ouais, équipe. On voit, c'est culturel, on voit le dunk, on appelle ça un dunk. D'accord. Ouais, on va voir la fin du match. Oui, et là, on va voir le deuxième match qui a eu entre Benissaf, Serbie Benissaf, et le MCA, où l'entraîneur de Benissaf a tiré sa revanche. Après 40 ans de service, de loyal service, l'enfant de Mustaganem a décidé d'arrêter sa carrière d'entraîneur. Ah, il devait y avoir beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions. J'imagine. Ouais. Et là, on voit les supporters du Mouloudia. Hein. C'est du basket. Il y a beaucoup d'amoureux de basket qui suivent l'équipe. Ils ont fait le trajet Alger à Bourgadir, c'est-à-dire à 228 km d'Alger. Très bien. Sur le plan sportif, c'est le Mouloudia qui a gagné, mais avec 3 petits points, 67 à 64. Et on va parler aussi, bon, ça c'est à la fin du match, la communion entre les joueurs du Mouloudia et le public. On va donner les autres résultats. Le Trad Daradi a créé la surprise en éliminant l'USMA d'Alger sur un score de 80-74. Et le Wabou Félix s'est qualifié
après un forfait face du CRB d'Albeda. Ils ne se sont pas déplacés pour jouer le match. On va enchaîner avec le championnat, mais ça continue le basket. Hein. Ce mardi, on va avoir on va parler des demi-finales avant, des demi-finales de la Coupe d'Algérie, où le 2 mai prochain, entre le Trad et Star Wally, ça sera un très beau match. Et le NCR contre qui? Contre Boufarik. Il faut dire aussi que Boufarik a éliminé au play-off le Mouloudia. Ça sera une revanche. Ouais. Les play-offs, c'est le championnat. C'est-à-dire qu'on joue les demi-finales pour désigner, on va arriver jusqu'en finale, pour désigner le vainqueur du championnat. C'est ça les play-offs. Les playoffs, on va enchaîner avec le championnat. Oui, on a dit que les playoffs, ça sera mardi entre le WOB et c'est Tlemcen et le MB Stawali et l'USMA. D'accord. Deux grands matchs. Très bien. Et on va passer à la 27e journée de football cette fois-ci. Oui, cette fois-ci avec le leader qui est. C'est très serré parce qu'il ne reste pas beaucoup avant il y a beaucoup de matchs la retard, il faut Coupe le dire. du Monde. Hein, il faudrait que tous les matchs soient joués. Avant le 30 mai. Non, le 30 mai, ce sera la dernière journée. Oui, parce que FIFA oblige, Coupe du Monde oblige. Un mois et quelques jours. Hein. Un mois, quelques jours, pour laisser le temps aux joueurs de se préparer pour la Coupe du Monde. C'est très carré. Hein. Ils vont enchaîner le championnat et la Coupe d'Algérie. Voilà. Là, on va voir les images du premier match opposant le CSC et le Mouloudia. Le Mouloudia qui est tombé face au CS Constantine, 2-0. On va voir le premier but. Ouais, le premier but de Tossa. C'est la joie. Hein, c'est la joie à Constantine. Et le deuxième but, c'est un but contre son camp, on va voir. C'est Bangoura qui a inscrit contre son but. Là, c'est terrible. C'est terrible, mais le Mouloudia qui caracole en tête, qui a 8 points d'avance sur son poursuivant. Hein. Je pense que le Mouloudia sera champion à la fin de saison. Mais le gros, on va voir, c'est le Paradou. Le Paradou est en avant-dernière position qui était opposé à la lanterne rouge Al-Bayed qui a gagné 1-0. Là, c'est Saoura, c'est le deuxième au classement qui a gagné, qui a étrié l'USM Khanchila. On va voir les 3-0. Le deuxième but, c'est un très 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 beau but. On voit ça. Ouais. Et le troisième but inscrit par Ftouhi qui atomise les gars de Khanchila. Le troisième match, ça c'est l'ESS contre le MCO. Le MCO, c'est pourtant, il était sur une bonne dynamique. L'ESS qui gagne 3-0, qui assomme le MCO. On va voir le premier but et le deuxième but. Les deux buts ont été inscrits par Boukarma à la 47e et la 55e. Et on voit le troisième but qui assomme définitivement le MCO. 3-0 pour le SS, qui est resté sur 3 défaites et un nul, qui se donne de l'air, on peut dire. Les autres résultats, on va donner les résultats, avec 2 matchs qui ont été reportés. Le CRB, on voit les supporters de l'ESS, très heureux du résultat. La 27e journée a été amputée de 2 matchs. Le CRB contre le Ben Akenoun et l'USMA contre Mstranam. Ils n'ont pas joué? Parce que demi-finale de Coupe de la CAF, le CRB a été éliminé en Égypte face aux Zamalek. Dommage. 0-0 au match retour. 1-0, ils ont perdu ici à Alger, 1-0. On espère que cet après-midi, ce soir plutôt, à 20h, l'USMA va gagner contre le Safi. Ils ont fait match nul, 0 partout. D'accord. On attendra cet après-midi. Oui, le classement, on va dire le classement. Le Mouloudia qui caracole en tête avec 55 points. Le deuxième, Saoura qui fait la très bonne opération de la journée avec 47 points à 8 points de différence. Mais l'Olympique Arbo qui a perdu 1-0 et qui recule par rapport aux places qualificatives à la Coupe de la CAF, à la Ligue des Champions. On termine avec la gymnastique. Encore une fois, de bonnes nouvelles. Avec toujours Kalia qui se démarque par rapport à cette discipline. Et puis surtout, mardi, il va y avoir donc les championnats d'Afrique des nations garçons de gymnastique. Et surtout donc l'équipe féminine qui se renforce, qui se prépare. C'est une première pour l'équipe féminine. Oui, parce qu'on a l'objectif. Bon, après, elle domine le monde, pas l'Afrique. Elle domine le monde. L'objectif, c'est quoi? C'est que ce groupe puisse aller
aux Jeux Olympiques. Mais il On faudra... les voit, hein, elles sont belles. Hein. Ouais, ouais. Les Les cinq, il y a cinq gymnastes. oui, Kélian Mour, Djenna Al-Aroui. On va parler de Djenna Al-Aroui. Oui. Hein. Louna Hmamis, Lina Khennoun, Issam Hamidi. Voilà. Ces 5 athlètes, gymnastes plutôt, Oui. vont entamer du 21 au 27 les championnats d'Afrique qualificatifs. D'accord. Pour les championnats du monde de 2027, qualificatifs Oui. Et pour les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. Bravo. On va parler on va parler de Djenna Al-Aroui qui a changé de nationalité sportive après 10 ans en équipe de France. Elle a fait avec, c'était une envie. D'accord. Une envie de changer de nationalité. Ça trottait dans sa tête, elle a déclaré, ça trottait dans sa tête depuis des années, mais elle n'a pas pu le faire. Et les résultats de Kélian Mour poussent pour que ces athlètes qui ont disputé des championnats du monde, des championnats d'Europe, Ouais. puissent revenir au Bercail en Algérie et faire tout leur possible pour Représenter, bien sûr, l'Algérie. dignement l'Algérie. On espère que ce sera pour la première fois peut-être que l'Algérie, l'équipe nationale d'Algérie, Et une équipe féminine. équipe féminine, Bien soit constituée. qualifiée. On Tout à aura fait. plus de chances Voilà, tout à fait. aux Jeux Olympiques avec ces athlètes qui pourront décrocher des médailles d'argent, de bronze et d'or, comme elle a Pourquoi fait Kélian pas. Mour. Tout à fait. En tout cas, elle aura insufflé cette envie Oui. et j'espère qu'elles vont aller loin, ces jeunes filles, et qui auront des résultats. Ouais. En tout cas, elles ont le mental, hein, c'est Oui. déjà bien. Elles ont aussi le physique parce qu'elles s'entraînent, elles travaillent, elles en veulent. Et pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Les championnats d'Afrique auront lieu du 21 au 27 à Yaoundé au Cameroun et on espère que l'Algérie décrochera, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, beaucoup de médailles, une qualification au mondial, comme première étape. Très bien, très bien. Merci beaucoup Ramzi pour Merci à toutes ces toi, informations. On dit bonne chance à toutes ces équipes, Oui. surtout dans le domaine donc, du football, donc, du cyclisme. On y reviendra bien entendu à travers des reportages donc, de Sid Ahmed et puis Samy, à travers bien sûr le canal Algérie, le web, Oui. bien entendu. Et ce soir, Et ce soir, le football. avec Sarah Derbali, Hakim Kchiroud pour Canal Foot. Et demain, on reviendra sur l'étape, les prochaines étapes de cyclisme tout à fait. et le basket, le handball, Voilà, le l'actualité volleyball, sportive, l'actualité. ça continue. 52 chrono avec Mokhtar Hamani. Très bien. Merci beaucoup Ramzi. Merci à toi. Anne. Dimanche prochain Dimanche. Inch'Allah. Voilà, et on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage qui nous fait donc vivre le week-end donc, de certains Algériens à travers donc, ce parc au niveau donc, d'Oran. Et on se retrouve juste après. Des manèges colorés, de vastes espaces verts et des aires de jeu animées. À Blida, ce parc s'impose comme un véritable havre de détente pour les familles et les visiteurs en quête de tranquillité. Notre caméra est allée à la rencontre de ces promeneurs venus profiter d'un moment en plein air. Ce qui est bien avec ce parc, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces verts où nos enfants peuvent jouer et s'amuser et profiter de leur journée. C'est un endroit très joli, on vient souvent avec ma famille pour profiter du beau temps. On aime beaucoup venir dans ce parc, surtout avec les enfants qui sont en sécurité. On peut les laisser ici et être tranquilles. Tout se passe vraiment très bien. Entre balades paisibles, rires d'enfants et instants de convivialité, le site offre une parenthèse appréciée, loin de l'agitation urbaine. On vient ici chaque week-end, on profite de cette belle journée pour fêter l'anniversaire de ma fille. Je m'appelle Lina, je suis venue de la Suisse pour visiter ce parc avec ma famille, je suis avec ma tante et mes cousins. C'est vraiment un parc très chaleureux, il y a des belles attractions, c'est vraiment un endroit à venir en famille. Chaque jour, le parc attire de nombreux visiteurs, séduits par ce cadre verdoyant, idéal pour se ressourcer et profiter de la douceur printanière. Le parc 1er novembre est situé à la wilaya de Blida, précisément à la commune de Som'a. Il s'étend à une superficie de 9 hectares. Il comprend des espaces verts, plusieurs locaux commerciaux variés, ainsi que des aires de jeu pour adultes et enfants. Un espace convivial où petits et grands se retrouvent, le temps d'une escapade pour partager des moments simples dans une ambiance chaleureuse et apaisante. Anis Chir, donc c'est un reportage de Anis Chir à travers donc, ce parc donc, des loisirs à Blida, plus précisément à Blida. Eh bien, on l'accueille comme chaque dimanche matin, vendredi et lundi. C'est Semira Hadj Amar
qui est ravie parce que c'est le mois du patrimoine. Elle va se régaler. Elle se régale toute l'année, mais en particulier quand c'est le mois du patrimoine, c'est encore plus. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Très très bien. Très très bien. Tu vas nous emmener du côté de Médéa dans un tout petit moment. D'accord. Juste après ça. Très bien. On y va, on y va. J'aime bien Samira. Tout est gratuit durant le mois de patrimoine. Normalement. En tout cas, l'accès des musées, non, pas tout est gratuit, Non. c'est fait à perte. Bah oui. Mais normalement, l'accès aux musées d'Algérie sont gratuits. D'accord. Où il y aura beaucoup d'activités, il y aura beaucoup, mais quelqu'un Beaucoup viendra. d'activités. Voilà, on en parlera et les gens pourront accéder à de belles rencontres, Ouais. à des conférences et aussi visiter aussi les expositions qui vont avoir lieu D'accord. et visiter les lieux, les Voilà, musées. Ils voilà. sont magnifiques. Alors cette fois-ci, tu nous emmènes du côté de Médéa. Oui. C'est une ville aussi qui est riche de par son patrimoine, son histoire et surtout sa culture. Sa culture, c'est pas très loin d'Alger, Oui. c'est à 90 km au sud-ouest d'Alger. La route est très agréable pour y aller. On peut s'arrêter Ouais. aux gorges de la Chifa. Oui. On peut Ça, s'amuser. c'est l'ancienne route, mais aujourd'hui, L'ancienne route, il y a toutes les l'autoroute. routes même. Mais Ouais. moi, j'irai par la Chifa, L'ancienne. franchement, oui. Surtout en semaine, parce que le week-end, il y a du monde. Il y a des lieux où se restaurer, mais il y a surtout le paysage qui est magnifique. Alors, c'est une wilaya qui est, on va dire, comme son nom l'indique, au milieu. Puisque Admédia pourrait être l'origine de Médéa, comme ça peut être aussi l'appellation d'une princesse romaine qui aurait existé, puisque au moment de la construction de l'hôpital donc colonial de Médéa, on a retrouvé une statue, enfin une stèle avec le visage d'une femme gravée. Ils ont pensé que c'était peut-être elle, Médéa. La princesse. Voilà, et Ouais. puisque dans la mythologie il y a Médée, ce serait possible qu'il y ait un lien. En tout cas, l'origine de l'appellation n'est pas encore définitive. D'accord. Il y a plusieurs suppositions, comme ça peut être dû à l'Emdani. On les appelle l'Emdani, parce que il y a le couteau, je crois, l'Emdani qui s'appelle comme ça, et puis l'Amdia du temps des Romains. Voilà. Alors c'est une ville qui est magnifique, c'est une ville où il y a une superposition de strates d'histoire qui s'affichent. C'est un plateau. On est dans le Titri. Le Titri, c'est un beylek. Il a fait partie des beyleks du sultanat d'Algérie, de l'Ouest en fait, avec Mascara, puis Constantine, avant que Mascara passe, enfin avant que le beylek de l'Ouest soit Oran, donc avec El Kébir. Donc on le sait, parce qu'il y a encore des vestiges ottomans qui persistent dans la ville Il y a des remparts. de Médéa. Et d'ailleurs on peut visiter Dar el-Emir, qui a été le siège politique et de résistance de l'émir Abdelkader. Très belle maison ottomane qui est devenue un musée, le musée des arts populaires. Aussi, on le voit à l'écran, c'est le fort de contrôle ou de surveillance. C'est un guet en fait de contrôle, mais ça a aussi été un lieu de torture pendant la colonisation française. Donc les Français torturaient les Algériens dans ce lieu, comme certains disent que ça peut être un silo à blé. Oui, Et c'est fort possible. C'est probable. Aussi, probable. c'est une supposition. Pourquoi? Parce que Médéa est connue pour ça. Donc Léon l'Africain l'a décrit comme une terre fertile, comme une terre où il y avait beaucoup d'agriculture et de commerce. C'est pareil pour Marmol, au XVIIe siècle, il l'a décrit comme ça, avec de belles habitations, une très très belle mosquée, et puis il décrit le blé aussi, donc une région qui est absolument fertile, où il y avait énormément de commerce. Alors le commerce, c'est vrai, ça a existé, elle est au milieu de la voie romaine, entre alors Djelfa, Meliana, on est au pied du Djebel Nador, voilà, et entre Alger, donc elle partage avec Blida Shreha. Alors on sait que pendant l'hiver, Médéa, il fait très froid, il neige en fait. Il fait il bien neige, froid. c'est très très beau, on peut le visiter. On peut visiter Médéa toute l'année. Et en ce moment, c'est le moment ou jamais pour aller faire un pique-nique. Ouais. Il y a Tamsghida qui n'est pas très loin. Il y a le lac Daya. La vue est fabuleuse. Après avoir visité bien sûr le vieux quartier qui est classé au patrimoine Il historique. est très beau le vieux quartier. Oui. Il est resté Resté. pratiquement tel quel.
Alors les Français, malheureusement, quand ils sont arrivés, ils ont détruit une partie du grand Takdu qu'on a vu, c'est Bab el-Kouès. Donc ils l'ont détruit pour faire passer une route. C'est impardonnable en fait. Voilà, ils l'ont détruit en 1953. Ils pouvaient certainement contourner pour pouvoir construire la route. C'est quand même un aqueduc qui témoigne, voilà, C'était historique. fait de pierre. Et puis, ça desservait l'eau, donc forcément, il y avait un réseau hydraulique exactement sur plusieurs kilomètres pour alimenter la ville. Il y a aussi le Rapidum. Le Rapidum, c'est une cité qui se trouve à Djoueb. C'est à Médéa, c'est pas très loin du centre de Médéa. C'est une cité, en fait, c'est un casta. C'est un centre militaire romain qui a été construit à la base pour accueillir 500 militaires, donc vétérans, pardon. Voilà, militaires vétérans à la retraite. Et puis finalement, ils sont tous venus, ça s'est agrandi, il y a eu des artisans, donc ils se sont étendus. Mais il faut savoir que c'est aussi la région des Sanhaja. C'est la région de Boulourine Ibn Zeli a fondé la ville de Médéa. Et puis il y a eu des résistances, parce qu'à la base, ce sont les Berbères qui habitaient là, ce sont les Numides. Et ils ont dû faire face aux Romains, à tous ceux qui sont venus. Et grâce à Dieu, tout le monde est reparti et les Algériens sont restés. Voilà, mais ils nous ont laissé un héritage patrimonial aussi, Numides et Berbères bien sûr qui existent dans la ville. Il y a les saints patrons, il y a les mosquées bien sûr, elles sont très belles. Il y a le minaret de la mosquée qu'on voit là, mosquée Al-Hatir, voilà. Une horloge. Voilà, il y a une horloge. Ça, c'est les Français qui rajoutent ça pour dire que le temps des Algériens est terminé, que leur temps a commencé, mais leur temps s'est terminé et le temps des Algériens ne s'arrêtera jamais. Voilà, donc ils ont fait ça dans toutes les wilayas pratiquement où ils sont passés. Donc il y a de très vieilles mosquées qui remontent à l'époque ottomane, à visiter Jama' al-Ahmar. Le minaret est classé. Il est classé patrimoine national. En fait, il faut savoir que la wilaya de Médéa, il y a 14 monuments classés patrimoine national. Et bientôt, avec les itinéraires augustiniens, il va y avoir l'inclusion parce que Saint-Augustin est passé aussi par Médéa. Aussi. Voilà, ça sera dans les itinéraires. On retrouve toutes les architectures, donc ottomanes, coloniale, exactement. Bon, après, ce qui est désolant, c'est de trouver, c'est l'urbanisation galopante. Le fort est en plein milieu d'une cité. Voilà, donc, mais alhamdoulilah, il existe toujours. Il faut le garder. Il est protégé, il a été donc réhabilité. Il y a le passage de l'émir Abdelkader et puis de son lieutenant Al-Barkani qui, lui, à qui on a édifié, à qui les habitants exactement, un mausolée, puisqu'il a fait beaucoup de bien à cette ville et qu'il l'a défendu contre donc le colonisateur français. Il y a aussi le mausolée de Sidi Slimane, il y a le mausolée de Sahraoui. Donc autant dire c'est comme à Alger et dans toutes les villes d'Algérie, il y a les saints patrons qui veillent sur les habitants. Et chaque ville a son saint patron. Voilà, donc il y a tout ça. Et ça a contribué aussi parce que pendant la colonisation, les gens pouvaient apprendre la langue arabe qui était interdite par les Français dans ces zaouiyats, dans ces écoles coraniques, parce que ça rassemblait ce qui ne pouvait pas se faire à l'extérieur se faisait là. Ça a été aussi un siège de résistance contre les colons. Voilà, donc très très belle ville. Aujourd'hui, coup de cœur sur Médéa. Sur Médéa, il y a du patrimoine. Son histoire, surtout ses saints patrons, comme vous le dites. Ses saints patrons. Il y a le site de Bénia. En fait, il y a 14 sites qu'on ne pourra pas tous citer. Bien sûr, il y a oui, j'arrive pas à trouver moi non plus. Alors, à Drasmara, ce qu'on appelait avant le village Lodi, qui a une très longue histoire aussi, on peut visiter le monument donc, chrétien qui s'appelle Tibhirin, où les moines là-bas peuvent, avec la population bien sûr, vous vendre du vinaigre de cidre. Le couvent? Ah non, pas du tout. Le monastère de Tibhirin. Voilà, c'est le monastère. On a fini par trouver. Voilà. Et on peut acheter des confitures faites par les artisans là-bas. Tous les vendredis, ils font de très belles rencontres. Le lieu est magique. Il donne d'un côté sur Tamsghida. Et puis avant de monter là-bas, on est dans le village, c'est Drasmara, qui s'appelait autrefois Lodi, le village de Lodi. Et il y a une très très belle bibliothèque au centre de... C'est très très agréable de passer par là-bas. Je voudrais juste rappeler que Médéa, c'est la ville de Mohamed Boumehdi, donc le
pionniers de la céramique algérienne. C'est aussi la ville de Madame Al-Moudjahida Ben Ali, qui a été la première médecin et pédiatre algérienne pendant la colonisation française. C'est aussi la ville de Mahboubati. C'est aussi la ville de Ben Chneb, donc homme de C'est la ville lettres, des artistes aussi. Des artistes aussi. Et la musique classique algérienne ou arabo-andalouse, il y a aussi ses liens et ses racines qui la relient à la Sanada d'Alger. Et puis on peut manger Treda, on peut manger le miel de thym aussi là-bas. Oui. L'air est très agréable et pur. Il y a tellement de belles choses aussi à voir ça. du côté de Médéa. À un moment donné, il y avait aussi une tradition, c'était la rencontre autour donc, de le festival du pain aussi à Médéa et le savoir-faire bien sûr de la région, de ces dames qui ont ce savoir-faire aussi dans la Ils ont région. le festival du rire, ils ont aussi d'humour, comique, comique. Ils ont un petit théâtre ou de la... c'est le musée qui organisait ça du temps de Boualem Ben Chehab, qui faisait aussi des rencontres, et qu'on salue, qui est au musée Mustafa Becha actuellement en tant qu'attaché de conservation, et qui faisait aussi des rencontres sur Sabbat, qui est très important de savoir ce que les Algériennes portaient et les Algériens portaient pendant des siècles. C'était une belle exposition d'ailleurs, une belle rencontre. Et qui mettait en valeur, et d'ailleurs c'est toujours le cas à ce jour, ils mettent énormément en valeur ce que les artisans de la région, donc de Médéa et de toutes les régions autour, font. Et pratiquent comme art et savoir-faire donc culinaire, artisanal, avec les herbes aussi. Voilà. Alors on va parler donc dans un moment donc de peut-être l'actualité du patrimoine. Oui. Oui, un mois, 18 avril, 18 mai. Alors ça a été inauguré par une rencontre au musée, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, et où ça réunit par exemple tous les directeurs de musées d'Algérie, puisqu'ils accueillent, ils ouvrent leurs portes au public. Normalement c'est gratuit, l'accès est gratuit, c'est pas cher, c'est pas cher, et un peu moins pour les enfants. J'adore ça, Samira, quand tu nous parles de prix. Non, c'est pas cher. C'est pas cher, oui. Et je crois que c'est beaucoup moins pour les enfants, dans les plus jeunes. Donc il va y avoir énormément de rencontres, expositions bien sûr, expositions de peinture, il y aura des rencontres sur le patrimoine. Certainement à la citadelle d'Alger. Il faut y aller, la Casbah. Il faut visiter les Casbahs d'Algérie. Il n'y en a pas qu'une seule, il n'y a pas qu'Alger, il y a Délice. Il y a plusieurs Casbahs. Elles sont différentes, il y a les Qsoul aussi à faire. Il ne faut pas oublier, Sbeiba est programmé pour le 25 juin. D'accord. Sbeiba à Janet. Donc il y a des activités en fait qui ne s'arrêtent pas, c'est super. Parfait. En espérant des... On donnera en tout cas une actualité du agenda. Ce mois du patrimoine. Voilà, la prochaine fois il y aura les affiches et tout, mais c'est dans toutes les wilayas d'Algérie. C'est-à-dire, toutes les directions de culture des wilayas organisent des événements. Il faut se rapprocher, les théâtres aussi. Tout le monde est mis à contribution dans le secteur de la culture, le cinéma certainement. En espérant beaucoup d'intérêt pour le patrimoine toute l'année. Inch'Allah. De la réhabilitation, de la ça fera de toi une femme heureuse. Très heureuse. Une Algérienne. Une Algérienne très heureuse. Merci beaucoup, Samira. À demain. Inch'Allah. Encore une fois, pour la rubrique Écume et patrimoine, on t'offre une petite balade cette fois-ci. Pas une chanson, une petite balade du côté de Mostaganem. C'est une balade à cheval. C'est beau. Magnifique. Et je vous invite tout de suite à suivre donc ce reportage. On se retrouve juste après. Voilà. À Mostaganem, la plage de Cap Ivy se découvre autrement. Dès les premiers pas sur le sable, le décor s'installe, horizon dégagé, air marin et très vite, une activité attire le regard. Ici, on ne se contente pas de marcher, des cavaliers d'un jour prennent le départ le long du littoral au rythme des vagues. Une manière différente de profiter du paysage entre détente et découverte. C'est la première fois que je monte à cheval et j'ai vraiment adoré, c'est à refaire. Je suis venue avec mes copines et franchement les sensations sont incroyables. C'est la première fois que je fais cette expérience avec mes sœurs et franchement c'est une belle expérience. L'activité est ouverte à tous,
Pas besoin d'avoir déjà pratiqué l'équitation. Sur place, les participants sont pris en charge dès leur arrivée. Des explications simples, une mise en confiance, puis la balade commence. Encadré par des professionnels, chacun avance à son rythme, en toute sécurité. Une expérience accessible qui séduit aussi bien les familles que les groupes d'amis. Je fais souvent de l'équitation, mais sur la plage, en pleine nature, c'est vraiment une expérience différente. Avec les amateurs, notre rôle est surtout de les accompagner et de garantir leur sécurité. On organise ces sorties presque chaque semaine et il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience en équitation. C'est accessible à tous. Au fil de la promenade, le regard change. La plage se découvre autrement, plus calme, plus proche de la nature. Une façon simple de valoriser le littoral de Mostaganem et de proposer aux visiteurs une activité différente entre loisirs et découvertes. Sur notre plateau, tout de suite, nous allons parler donc de peinture, actualité culturelle aussi scientifique avec nous. Donc des invités qui vont nous en parler. On va commencer par les dames. Bienvenue parmi nous, mesdames. Alors on présente Madame Chefika Ferrer qui est artiste peintre. Marhaba bik. Merci. Qui va nous présenter sa toute dernière exposition. Oui. Avec la galeriste ici présente. Il s'agit donc de Zola Djenen. Bonjour Zola, galeriste. Galerie d'art Idlis avec vous. Tout à Cette fois-ci, c'est pas Zola Djenen. Ouais, la galeriste, en tout cas, marhaba bik. Merci beaucoup. On sait que tu as troqué donc tes mousquetons pour les pinceaux cette fois-ci. Oui, c'est un engagement et il faut s'engager, il faut être à la hauteur de son engagement. Ouais, parce qu'on a l'habitude donc de te recevoir en tant que sportive aussi. C'est vrai. Et cette fois-ci, malgré qu'on te connaissait artiste peintre. Hein. Exactement, c'est vrai. Tout à fait. Eh bien, on va parler dans un tout petit moment de l'actualité culturelle et artistique, mais aussi une actualité qui va marquer aussi la scène donc, des scientifiques et chercheurs aussi dans le domaine des technologies, de l'information, de la communication, en tout cas les TIC. Avec nous, Monsieur Majid Imadalou, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes donc organisateur donc, du sommet panafricain de la transformation numérique. Ça va se dérouler donc à la SAFEX du 21 au 23 avril. Vous êtes sur les chapeaux de roue. Exactement, c'est dans 2 jours. Oui. On est pratiquement, c'est le rush. On est en plein logistique, préparation des stands, des espaces pour accueillir le public, les exposants, les espaces B2B, tout ça, et surtout les salles de conférence. Alors c'est un rendez-vous qui est donc aujourd'hui incontournable. C'est la 6e édition. Vous avez donc pris vos marques quand même avec les organisateurs et surtout le public qui est toujours au rendez-vous. Exactement. L'année dernière, vous avez eu foule quand même. Si on prend les chiffres de l'année dernière, on avait quand même reçu pratiquement 15 000 visiteurs sur les 3 jours, professionnels, des étudiants aussi, beaucoup de start-up, ceux qui sont dans l'innovation. Donc on a eu beaucoup de projets innovants, tout ça. Donc on essaye de voir un petit peu pour créer de rendre cet événement une plateforme incontournable dans les TIC. Alors la nouveauté cette année, c'est que vous avez créé 4 forums
4 forums très importants, n'est-ce pas? Effectivement, donc la digitalisation, c'est en fait le digital, c'est transversal, donc ça touche un petit peu tous les métiers. Tous les secteurs, tous les secteurs, métiers. exactement. Donc on s'est dit, il faut y aller maintenant vers les secteurs. Donc il y a le forum Health Tech, donc sur la Médical. santé, médicale, pharmaceutique. Aussi, il y a le forum Transport Tech. Oui. Maintenant, Le transport, voilà, le transport et tout type de transport, donc maritime, aérien, ferroviaire, routier. Oui. Surtout, les infrastructures d'accueil. Maintenant, on parle de ports intelligents, d'aéroports intelligents. Donc voilà, c'est un petit peu dans ça, la modernité. Et on la parle, modernisation, le gain de temps, la sécurité, le e-gouvernement. Effectivement, Ouais. effectivement, il y a un gain de temps incroyable. Tout à fait. Voilà. Aussi, il y a le forum qu'on a appelé Energy Tech, donc c'est tout type d'énergie en réalité. Et puis, il y a d'autres petits forums, donc la FinTech, voilà. Et en général, on va parler du cloud, de la cybersécurité. Voilà. Cybersécurité, c'est vraiment un enjeu capital dans chaque pays, bien entendu, avec les data centers aussi qui doivent être protégés et aussi agrandis peut-être. Voilà. Et puis si on parle de data center, on va appeler... C'est en place déjà. C'est en place, effectivement. Il y a un travail qui a été fait. Et l'interconnectivité, donc la connexion, le réseau qui est mis en place, donc la fibre optique qui est un petit peu partout maintenant en Algérie. C'est vrai. Et si on parle de data center, on va parler systématiquement de la souveraineté numérique de notre pays et de l'Afrique. Voilà, l'Afrique, c'est important. Alors, c'est donc la 6e édition. On parle bien sûr donc de ces nouvelles technologies. Vous avez mis l'accent sur la santé, c'est important. Donc, prouver aussi encore une fois que le patient doit être suivi du début jusqu'à la fin de son admission à la sortie. Encore une fois, pour... Exactement, c'est ce qu'on appelle le parcours patient. Donc le parcours patient. Et puis là maintenant, on a essayé, grâce à une nouvelle loi qui a été, donc même ils l'ont introduite dans la nouvelle loi de cette année. Donc on parle maintenant de l'open innovation. Donc l'open innovation, c'est essayer de de pousser les entreprises à s'exprimer devant les startups et de leur demander, voilà, développer des choses qui nous intéressent réellement. Donc voilà, donc on essaie de demander aux entreprises de faire ce qu'on appelle le pitch inverse. Donc c'est eux qui doivent pitcher les startups pour essayer de trouver des solutions concrètes à leurs problèmes quotidiens. Donc dans le parcours patient, actuellement, donc les gens, par exemple, pour qu'un patient soit traité de A à Z. Donc il y a toujours l'ancienne façon de faire, donc les dossiers et tout ça. Donc on passe à la numérisation, bien sûr tout en respectant les données personnelles, la loi, voilà, donc qui est très très stricte là-dessus, la loi 1807, donc qui protège le secret médical. Le secret médical et la data surtout personnelle, voilà. Donc il y a tout un arsenal juridique derrière, mais on est obligé de faire maintenant, par exemple, le chemin patient, on est obligé de le développer. Et puis il y a d'autres solutions, par exemple la téléradio. Donc on ne peut pas avoir des radiologues partout, mais on peut utiliser la téléradio, la technologie, pour prendre une radio dans un endroit et faire la lecture dans un autre endroit en un temps réel. C'est un gain de temps aussi. Faciliter beaucoup de choses au niveau de la prise en charge du patient. Et tout ça grâce à nos startups. Voilà. Plusieurs startups seront présentes aussi lors de ce rendez-vous. C'est sous la tutelle de 4 ministères. Exactement. Donc il y a le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre des startups, donc voilà. Il y a le ministre de la formation professionnelle et aussi le ministre du Transport. Voilà. On les remercie d'ailleurs pour leur confiance et pour nous avoir accordé le parrainage pour la 6e fois. Voilà, en tout cas, bon courage pour cette édition. Donc la 6e édition, ça sera donc du 26 au 23... Du 21 au 23 avril, bien entendu. Et ça sera au niveau de la SAFEX, pavillon A. Voilà. C'est ça. En tout cas, le rendez-vous est pris. Le public, j'espère, sera au rendez-vous. Et vous allez attendre encore peut-être plus de monde cette fois-ci. Je l'espère. Inch'Allah. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous allez suivre peut-être cette intervention, cette rencontre des artistes. Peut-être que les data vont aussi suivre nos artistes. Bien sûr. Il y a un projet dans ce sens, peut-être. Bien sûr. Et puis là maintenant. Il faudrait qu'on trouve une relation. Bien sûr, il y a une relation. Il y a des startups qui vont exposer d'ailleurs, donc avec la technologie du VR. On peut visiter pas mal de galeries,
safari, de sites touristiques, de musées, et tout ça. Donc vraiment, c'est la technologie partout. Voilà, et Zola est toute oui, n'est-ce pas? Zola qui est très sur son temps avec bien sûr ces nouvelles technologies qui font leur apparition et qui vont peut-être encore une fois accompagner les artistes pour être plus visibles. C'est ça, il faut être à jour aussi par rapport à la technologie, comme il dit monsieur. Par rapport à galeries virtuelles, ça aide beaucoup parce qu'on peut faire même des ventes à travers ces réseaux, bien sûr. Ces réseaux, exactement. Et ça facilite beaucoup la tâche. Même il est à New York, de l'Algérie, on peut afficher, exposer une belle exposition. Voilà. Alors comment se porte la nouvelle galerie Idles? Alors Idles, elle est en train de faire ses petits pas vers l'avant, toujours. En avance, ce sera notre première exposition individuelle. Voilà, elle nous a honorés avec son. Merci. Voilà, et du coup, on organise cette exposition le 25 avril. Ce samedi, Inch'Allah. On va être, en fait, ça va être la première exposition depuis l'ouverture de la galerie, depuis le 17 janvier. Exactement. Voilà. En tout cas, beaucoup d'efforts sont faits par Zola, par toute son équipe, bien sûr, pour encore une fois, rendre visible tout le travail de nos artistes. Ils sont nombreux, les artistes confirmés, les artistes qui ont fait les beaux-arts, les artistes autodidactes aussi, qui n'attendent juste le plaisir d'être vus et retrouvés par le public. Par le public. En tout cas, votre cas, vous êtes donc artiste confirmé, vous avez fait les beaux-arts, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu mon diplôme en 85, ça fait bien longtemps. Et bon, après, j'ai arrêté pendant 20 ans. Et j'ai repris après, j'ai commencé à faire des expositions en 2013. À partir de là, individuelles, collectives, différentes galeries. Voilà, différentes galeries. Et à partir de là, je me suis lancée et voilà. Jusqu'à présent. Donc un petit peu l'abstrait, votre spécialité? Je touche un peu à tout. Je fais des paysages, je fais de l'abstrait, l'impressionnisme, un peu d'impressionnisme. Du réalisme? Et du réalisme, bien sûr, des paysages réels. Réalisme. Et la technique, c'est avec le couteau, avec le pinceau. Je mélange entre la peinture à l'huile et l'acrylique en même temps pour avoir les effets des couleurs, par exemple. Et en tout cas, c'est passionnant hein, quand vous êtes face à votre chevalet, j'imagine, les couleurs. Je suis toute seule. Toute seule. Bien sûr. En face de mon travail et je m'oublie complètement. Et voilà. Vous avez décidé, comment s'est faite la rencontre avec la galeriste? Mon fils, il est journaliste. Il m'a dit, bon, je vais faire une interview avec la nouvelle galerie. Par contre, je vais venir avec toi. Il m'a dit, oui, d'accord. Et ensuite, voilà, belle rencontre. Belle rencontre. Justement, il y a eu son fils qui a fait une interview chez nous. Le jour de l'ouverture, c'était le 17 janvier. Et du coup, il m'a tout de suite proposé, il m'a dit, c'est ma mère. Il m'a dit, elle est artiste peintre. Et comme il y avait beaucoup de monde, on a eu un beau vernissage aussi quand même. Du coup, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, elle sera la première qui va exposer après cette exposition. Et j'ai respecté ma parole et j'ai respecté mon engagement. Et c'est un honneur de la recevoir chez nous à notre galerie. Elle va égayer nos murs. Très bien, très bien. En tout cas, j'imagine que pour cette exposition, c'est pas anodin. Vous avez préparé beaucoup donc de tableaux cette fois-ci. C'est-à-dire, c'est une nouvelle série. C'est un voyage au corps de la lumière. La lumière, tout à fait. Voilà. Et ça va être une surprise et j'invite tout le monde pour l'exposition. J'imagine que bien entendu, il y aura beaucoup donc de personnes qui vous connaissent, des anciens, vos maîtres aussi, peut-être. Mon professeur, c'était Ali Khodja, Allah yarhamou. Donc, un grand monsieur. J'étais élève de Ali Khodja, oui. Et bien sûr, le savoir-faire dans les couleurs aussi. Les couleurs, l'harmonie des couleurs. Il me disait toujours, il faut travailler avec l'harmonie des couleurs. N'oubliez pas l'harmonie des couleurs. Bon, on a appris avec Et la minutie aussi. Ce travail reconnu par les grands artistes aussi, j'imagine.
Alors cette exposition va être donc, ça sera donc le 25. Le vernissage aura lieu avec beaucoup donc d'artistes qui vont être là aussi. Inch'Allah. Il y aura un beau bouquet quand même parce que en fait, comme c'est une nouvelle galerie, tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qu'on prépare comme exposition, comme événement aussi. Et aussi, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire des échanges. Et moi, je vise surtout les élèves des Beaux-Arts que je vise vraiment parce que je sais que il y a des talents cachés que j'aimerais bien mettre en valeur. Oui, exactement. Et du coup, je les attends. J'espère qu'ils seront parmi nous. D'ailleurs, je vais aller vers eux et je vais afficher chez eux notre exposition le 25 avril. Eh bien, on sera très très curieux donc de voir votre exposition. Merci. Donc en tout cas au niveau donc de la galerie, ça sera le 25, la galerie Idles. Oui. En tout cas bonne chance à vous Madame Shafiqa Faghir. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup Zola. Merci. À très très vite alors le 25. Rendez-vous pris. 25 à Bois des Arcades. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et merci encore une fois à vous et bonne chance pour cette belle rencontre autour donc, du sommet panafricain de la transformation numérique. Merci beaucoup. On vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Narima Loualish qui nous fait donc le portrait d'une chef cuisinière qui travaille à travers donc un travail pour les personnes qui sont intolérants au gluten. Donc de belles recettes. Je vous invite à suivre et on se retrouve juste après. Voilà, c'est كيكات معسلين قوق البلوز. C'est pour Ramadan, c'est pour même au quotidien. D'une contrainte, Fouzia Talbi fait une passion, et d'une passion, elle a fait un art. L'histoire de Fouzia a débuté le jour où son mari devait arrêter de consommer tout mets à base de farine de blé. C'est alors qu'elle redouble d'imagination pour élaborer une cuisine littéralement sans gluten et qui n'a absolument rien à envier à la gastronomie traditionnelle. Je me suis retrouvée devant le fait accompli de cuisiner sans gluten. Alors c'était petit à petit, c'était vraiment difficile, c'était pas évident mes débuts parce que pour manipuler, pour pétrir une pâte sans gluten, parce qu'elle contient pas le gluten, c'est pas comme la farine normale, il y a le côté élastiqué. Dans le sans gluten, il faut toujours chercher des ingrédients, des astuces pour accomplir ce côté élastique, pour réussir. Et c'est sans cesse que Fouzia se réinvente, crée, partage, recrée la pâtisserie, le pain, le couscous et prouve allègrement que le sans gluten rime avec créativité et plaisir. Alhamdoulilah, on a géré, on a tout. On a tout, par exemple, on a la farine, on a une diversité de farines, la farine du riz, le maïs, même la farine de pois chiches, des lentilles. Alors, par exemple, maintenant, j'utilise la purée des pommes de terre. Parmi les composants, j'utilise la purée des pommes de terre parce qu'elle contient l'amidon. Des fois, j'ai une recette, par exemple, comme les gâteaux traditionnels. C'est des gâteaux traditionnels adapté sans gluten. Cette passion qui reçoit d'extraordinaires retours, aussi bien dans son entourage que sur les réseaux sociaux, elle veut coûte que coûte la transmettre et sa jeune nièce est déjà sur cette voie. Je suis passionnée de cuisine. J'aide Tati à faire des gâteaux sans gluten. Dans l'avenir, pour faire par exemple une école, des formations, par exemple, c'est un projet dans l'avenir, mais pour l'instant, je partage. C'est pour montrer aux gens que manger sans gluten, c'est bon, c'est ça. Avec des projets plein la tête, cette Kenka, qui ne veut pas s'arrêter là, ambitionne d'explorer davantage un marché tout à fait vierge et sans doute promet de s'éloigner de toute frustration culinaire.
pu faire une belle balade et surtout on a pu voir aussi un savoir-faire, une chef pâtissière qui faisait donc des produits sans gluten. On va parler de pâtisserie dans un tout petit moment. Yazid est parmi nous. Bonjour Yazid. Bonjour Amel. Comme chaque dimanche matin, bonjour. Oui, comment ça va? Ça va, oui. Ça Très bien. Bon week-end. On a eu un bon week-end. Oui. Soleil. Le soleil. Magnifique, oui. Super. Alors on va parler, on a le plaisir d'avoir une grande dame parmi nous. Oui, permettez-moi de la présenter. C'est le chef exécutif pâtissière du chef de la Maison Blanche. Elle est là. Rien que ça. Hi. Oui, bienvenue. Merci. Marhaba bik. Merci beaucoup. Alors on va vous présenter. Moi j'aime bien votre prénom parce qu'il est très original. En plus, il tient donc de votre grand-mère. C'est ça. C'est cela, Allah yarhamha. Il s'agit de Fadaïla. Fadaïla Chaouch. Oui. Et vous êtes, on vous présente, on vous connaît sous le nom donc de chef d'Ilou. Chaouch, c'est ça. Chaouch, voilà. C'est le surnom que mon papa m'a donné quand je suis née. Voilà. Voilà. En tout cas, un beau parcours, Yazid. Ben oui, elle a été élevée en France, mais ses origines sont de Tiaret. Elle est comme Iman Khalif, c'est une star aussi, c'est une star algérienne qui est là, qui est avec nous et qui a commencé en fait à se nourrir de toutes ces atmosphères de l'Algérie, de Tiaret, et puis aujourd'hui c'est pas à l'heure de Greenwich, mais à l'heure de Greenwich. Et le Greenwich est vraiment sa spécialité, et on le voit avec le safran, avec vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. On va vous laisser parler de votre enfance, que vous avez commencé, quel a été le déclic, comment vous avez commencé à éveiller notre sens gustatif. Alors moi je suis née de deux parents algériens, originaires de Tiaret tous les deux, à Vitry-sur-Seine, donc dans la région parisienne. Et j'ai commencé à faire de la pâtisserie il y a maintenant à peu près 15 ans. Ouais, voilà, c'est moi. Et donc je me suis formée autodidacte dans la pâtisserie française. Incroyable. J'ai ma maman qui m'a donné les bases avec ma grand-mère et mes tantes tous les étés quand j'allais à Tiaret de la pâtisserie algérienne. Et donc en fait j'ai eu des facilités à pouvoir développer en fait ce savoir-faire pour la pâtisserie, d'apprentissage et de refaire. Aisément. Et donc je me suis formée, puis j'ai eu mes certifications en France et j'ai décidé d'ouvrir ma pâtisserie en plein Paris, place de la République. Puis ensuite je me suis dit pourquoi pas partir sur Marseille. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et ensuite pourquoi pas tenter les États-Unis. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis donc expatriée depuis maintenant 4 ans aux États-Unis. Et maintenant, elle est en fait partout. Elle est sur les réseaux sociaux, et puis sur Bilibili. Oui. Bilibili, c'est vrai, c'est un réseau chinois. Oui. C'est la version Instagram, TikTok qu'on peut connaître à l'international. Mais Bilibili, c'est vraiment le réseau qui appartient aux Chinois, avec lequel je dois... Elle est sur la route de la soie. Oui, exactement. Et puis elle est en Shanghai. Ah, voilà, la tenue est une tenue particulière. Alors, c'est peut-être pour ça? C'est ça, en fait, cette tenue, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en lumière. C'est la tenue que mon grand-père a toujours mis et pour laquelle on s'arrêtait toujours sur Marseille pour lui prendre son bleu de Shanghai qui est renouvelé tous les ans. Ouais. Et du coup, j'ai une créatrice de bleu de Shanghai qui m'a contactée, qui est sur Paris et Alger, Saloua. Et alors du coup, Rakhatta, c'est son réseau. Rakhatta. Rakhatta, oui. Elle m'a dit, tu fais attention à Rakhatta, tu sais ce que ça veut dire? Et je dis, ouais, je crois, je sais pas. Non, elle m'a dit, Rak, c'est Raki, et élégante. Ouais. Et je tenais vraiment à avoir cette tenue-là particulièrement, vraiment pour rappeler. Donc c'est une tenue qui a été customisée juste pour vous, vraiment. Avec le nom. Avec mon nom, avec la taille. Elle m'a fait une jupe crayon. C'est vraiment. Je lui ai demandé. Ça vous représente en fait. C'est magnifique ça. Oui. Vous avez donc, vous êtes bien aujourd'hui dans votre peau pour pouvoir continuer et aller de l'avant. Toujours, complètement. Oui. Avec peut-être des racines bien fortes. Bien fortes. Et en fait, moi, l'Algérie, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est si je pense, si on n'est pas algérien. Mais c'est une force de caractère dont j'ai hérité.
Ça paraît pas comme ça, mais il y a une résilience qu'on m'a apprise et que j'ai apprise moi de ma grand-mère, de ma maman et de mes tantes. Et de votre oncle aussi. Et aussi de mon oncle, tonton Farhat, qui c'est ça. Et alors là, ça c'est mon papa. Ça c'est mon papa avec qui je suis retournée là il y a quoi une semaine en Algérie. Ça faisait 10 ans que j'étais pas revenue. Et en fait, mon oncle qui est décédé et à qui j'ai pu, moi, annoncer, ça faisait, comme je dis, 10 ans que je n'étais pas revenue et qu'à l'international, on m'appelle Chef Cheouch. Oui. Il s'est expatrié en France il y a très, très longtemps. Oui, j'imagine, il y a beaucoup d'émotions, on le sent. Hein. Là, c'est des photos qu'on voit aussi. Et voilà, c'est... Votre oncle? Oui. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur, j'imagine, avec... un peu l'apport de toute la famille, comment les parents ont tout fait pour la réussite de leurs enfants. Tous ces parents qui sont notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les Chibani en France, etc., qui sont là, et aujourd'hui on voit le résultat, le produit, vraiment, c'est impressionnant. C'est pour ça qu'on voulait rendre hommage aujourd'hui pour cette petite séquence aux parents qui ont vraiment pris en charge leurs enfants. Ils ont tout fait à Vitry-sur-Seine, un peu partout, dans les banlieues, partout en France. Complètement. Et moi, mon papa, le jour où je lui ai dit que je partais aux États-Unis, je ne cache pas qu'il a eu peur pour moi parce que je partais toute seule. Donc il a été fier de m'accompagner jusqu'à l'ambassade à Paris, place de la Concorde, qu'on prenne des photos. Et aujourd'hui, il est fier. Et moi, c'est surtout aujourd'hui pour ça que je tenais à être là avec vous aujourd'hui. Vous avez fait le déplacement spécialement pour nous. Oui, vraiment, c'est un accomplissement pour moi que de pouvoir montrer à mon papa, ma maman et ma famille à Tiaret que Dilou... Alors, quelles sont les spécialités que vous présentez justement et qui représentent l'Algérie au niveau de la Maison Blanche? Alors, au niveau de la Maison Blanche à l'international, aujourd'hui, je vous ai même ramené des grioches, des mini grioches. Oui, on a dit le temps est suspendu à l'heure de grioche. Voilà. Ça, c'est vos parents. Ça, c'est mes parents à Tiaret. Justement, pendant le séjour, on a été voir mon oncle de son vivant. Et c'est mes amours. Oui, là, j'ai été contente de pouvoir partager ce moment, de revoir ma famille et aussi là où ils ont grandi, de pouvoir refilmer avec eux. Mon papa qui me dit c'est là que j'ai pris ta maman quand on s'est mariés, elle a descendu les escaliers. C'est des souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Pour eux, oui, c'est ça c'est pendant leur séjour en Turquie. C'est pas quelque chose qu'ils faisaient souvent quand on était petits. Ils étaient vraiment très centrés sur l'Algérie, à nous emmener, à nous faire connaître vraiment la culture algérienne. Et depuis maintenant on est tous grands, qu'on est partis de la maison, ils vivent pour eux. Et ça c'est. Et quand vous avez franchi le seuil de la Maison Blanche pour être pâtissière, comment ça s'est déroulé? Alors en fait, comment ça s'est déroulé, c'est que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai commencé à travailler pour un restaurant français. Et ensuite, on m'a proposé de faire des pâtisseries pour un événement politique. Je ne suis pas du tout politique. Et je fais donc ces pâtisseries françaises pour l'événement. Et puis j'ai un sénateur qui vient à moi et qui me dit qu'il a adoré mes pâtisseries et il me remerciait pour l'événement, d'avoir pris en charge l'événement. Et il se présente comme le sénateur Rutz. Et quelques temps après, je reçois un DM sur Instagram d'un chef que je ne connaissais pas du tout et qui me dit bonjour chef, j'aimerais vous rencontrer. J'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais goûter. Ça a pris un peu de temps. Et puis un jour, on se rencontre et donc il goûte ce que je fais. Il me dit, mais toi, je veux te signer et je veux te prendre en tant que chef exécutive à mes côtés. Et du coup, je me suis retrouvée, ok, let's go, pourquoi pas. Et voilà comment j'ai fini à signer mon contrat à ses côtés. Magnifique. Et c'est une chef d'origine de Tiaret qui enseigne aux États-Unis le savoir-faire de ce sens gustatif.
Exactement. Complètement. C'est moi, franchement, de me retrouver à faire des zlebia, des msemen, des Makrout aussi, hein. Des makrout, Alors, ouais. racontez-nous l'histoire du makrout, parce que c'est un mets typiquement algérien aussi. C'est ça. Et alors, moi, j'ai vu que c'était aussi une des spécialités de Tiaret, qui n'a pas forcément de spécialité à proprement dit, mais le makrout en fait partie. Et moi, le makrout, je ne l'aimais pas trop quand j'étais petite, avec la date et tout ça. Mais le miel a fait que j'appréciais, je retirais en fait, je décortiquais le makrout quand j'étais petite. Et en fait, le makrout, c'est tellement une belle histoire que j'en ai même fait une vidéo d'un makrout géant. Où on me disait que c'était pas possible. Il faisait peut-être, je sais pas, 5 kilos le makrout. Et ça a Toujours avec des dates à l'intérieur? Toujours avec des dates. D'accord. Ouais. Et ça a été une belle expérience. C'est tout la culture de cet arrière-pays, de Cerceau, de toute la région de Tiaret. Absolument, qui nous ont, qui donne un peu les essences de tout ce savoir-faire. Et on le voit aujourd'hui, on a en face de nous cet exemple de raffinement qui est le grioche. Le grioche, oui, parce que ça, c'est vraiment ma pâtisserie algérienne préférée. Celle que ma maman, elle faisait et qu'on allait prendre quand c'était le ride. À chaque fois, elle arrivait, le jour de le ride, il n'y en avait plus, tellement on allait les piquer. Oui. Et c'est vraiment ma pâtisserie que j'aime, que j'ai du coup revisité de par mon voyage que j'ai fait au Japon, où on m'avait demandé de revisiter la recette de ma maman au matcha. Arigato gozaimasu. Tout ce que je sais dire, c'est mon prénom. Pour dire merci. Oui, c'est vrai. Arigato gozaimasu. Alors, votre prénom en japonais? Watashi no namae Dilu desu. D'accord. Très bien. Voilà. C'est différent, hein. C'est drôlement différent. Oui, Votre nez Hajime Mashti, c'est Andumu Deska, c'est quelle heure il est? Et je pense ça, mais après avec mon accent et tout, je pense que ça donne quelque chose. On essaye tout de même, on essaye, c'est pas grave. De toute façon, mais ce qui est bien, c'est que la pâtisserie algérienne, vous l'avez exportée là où vous allez. En tout cas, là, en ce moment, c'est aux États-Unis. Les noms et des pâtisseries sont exactement prononcés de la même façon? De la même façon. D'accord. Grioche, ça donne quoi Grioche. Après, ça, ils ont l'accent. Après, ils vont dire Greenwich. Ouais, mais c'est mignon parce que bon, ils ont un accent. Mais vraiment, en fait, moi, j'ai été étonnée. Même mon prénom, ils le disent normalement. C'est vraiment Fadaïla. Fadaïla. Et vraiment, j'ai... Non, ouais, ça va, ils ont une belle prononciation des Fadaïla, parmi les faux de l'ayat, comme on dit. Oh, la hiberk, c'est beau. Alors, je sais aussi, puisque Fella nous dit plein de choses, nous raconte plein de choses, vous avez fait un gâteau à une championne algérienne de boxe, qui n'est autre que Iman Khalif. Ouais, c'est ça. Une des grandes dames aussi. Et qui est originaire de Sougar. De ma région, c'est ça, exactement. Et vous avez été touchée? J'ai été touchée parce que par son histoire. Moi, je suis aux États-Unis et j'ai pas pu être là pendant les JO. Et c'est vrai qu'elle a vraiment explosé à ce moment-là médiatiquement, et pas forcément pour les bonnes raisons. Et ça m'a touchée. C'est ça. Alors du coup, vu que je sculpte la pâtisserie, je sculpte des personnages. J'ai décidé de la sculpter. C'est magnifique. Et j'ai des amis qui était sur Los Angeles à ce moment-là, à qui j'ai demandé d'amener ça à mon père. Donc le gâteau a pris l'avion jusqu'à Vitry. Ensuite, mon père l'a reçu, a pris la route jusqu'à Marseille, donc en voiture. Il y a une petite séquence, je pense, où vous avez filmé en train de lui rendre hommage à Hollywood. Elle est là. C'est ça. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai mis cette musique-là en plein Hollywood. J'avais un ami, il m'a dit, t'es pas sérieuse, tu vas pas mettre ça sur Hollywood. Je suis bien si, pourquoi pas. Et du coup, c'était drôle. Et enfin, c'était drôle. Moi, j'étais contente de le faire et le gâteau est arrivé chez ses parents. Et je l'ai rencontré récemment, Imen, parce qu'on s'était appelé quand j'étais aux États-Unis. Oui. Et en fait, j'ai pas osé me présenter à elle. Et on m'a présenté en tant que chef aux États-Unis. Et là, elle s'est levée de table, elle me dit, Mad Goulish, c'est toi? C'est toi qui m'as envoyé. Et tout le monde ne comprenait pas, en fait, de quoi elle parle. Et donc, du coup, elle leur a expliqué que j'avais deux stars qui se réunissent sur la planète de la réussite. Voilà. Et ouais, ça m'a fait plaisir. C'est ça, c'était. Ouais, elle était trop mignonne en biscuit, c'était trop. Moi,
En tout Voilà. cas, pour rendre hommage, encore une fois, à une Algérienne. L'Algérie est toujours présente hein, dans votre univers, dans C'est votre ça. cœur, partout autour de vous. C'est des voyages, c'est des rencontres. C'est ça. Et moi, en fait, dans tous les voyages que je fais, je ne pensais pas forcément. Et en fait, je retrouve l'Algérie partout. Que ce soit aux États-Unis ou Là, cette photo c'est avec ça. Imen. Ça, c'était avec Voilà. Imen. Là, Magnifique. récemment, pendant le ramadan, c'est le jour où justement elle m'a vue pour En de vrai. En vrai, qu'elle a relevé. C'est un amour de femme. Vraiment, c'est un petit bijou. C'est une combattante. Ouais. En parlant d'Elmé ou de ces plaisirs pour les fines bouches et tout ça, il y a aussi un mets qui est quand on peut y aller d'ici 11 heures côté de Boulevard des Martyrs et en déguster, c'est en fait la carantita. Ah, ça, c'est mon enfance en Algérie. Pour moi, c'est le terroir algérien aussi. Et ça m'a manqué pendant 10 ans de ne pas l'avoir. Et récemment, j'ai eu la chance de bien connecter avec un restaurant, la table de Yemma. Et ce patron chef qui me dit viens, on fait une vidéo du Karantika, mais revisité à la truffe. J'ai dit, ah là. Qui est très présent, en fait. Le truffe, c'est dans la région de Tiaret, Béchar, tout ça, il y a vraiment la truffe. Et en fait, c'était trop bon. Moi, j'avais jamais j'ai jamais goûté le Karantika à autre chose. Et vraiment, pour le coup, c'était Alors, trop, on vous trop voit bon. là, en train de préparer. C'est ça. Et c'est Karim. Il est de la région de Béjaïa, je crois. Et du coup, grâce à qui je serai au festival dans quelques jours. D'accord. Et c'était bon? C'était trop Alors, juste pour rappeler Oh là là. qu'elle est invitée aussi pour le festival du couscous. national algérien. C'est très bien. C'est bientôt. Oui, bientôt. c'est pour bientôt. Alors, on va revenir au grioche. Vous nous avez ramené une pâte, n'est-ce pas? Déjà. Je vous ai ramené une pâte prête. On va pour essayer vous faire un peu travailler le modelage du grioche. Allez-y. Oui, allez-y. Et alors, On va le faire ici puisqu'il y a la plaque. c'est parti. Oui, oui. Ah, Vous allez venir là, c'est... voilà, me rejoindre. Voilà. Let's go. Très bien. Oh. Ça va? Oui. Tout va bien? Super. Parfait. Alors, C'est une pâte typique avec des œufs, Avec- enfin un petit peu d'œufs. c'est ça, un œuf, de la farine, du vinaigre, de la levure, mais Pas trop. Pas trop. Et j'ai appris en fait hier, en arrivant à l'aéroport, j'ai croisé une dame qui s'appelle Lila, à qui j'ai dit que je venais sur Canal Algérie, et qui m'a dit que initialement, on ne mettait pas de levure chimique dans les grioches, on mettait du levain. D'accord. On Donc faisait- c'est diététique. C'est ça. Et en fait, c'était naturel. À l'époque, on n'avait pas de levure chimique. Et donc voilà, j'ai dit, j'en parlerai. Et je ne savais pas. Et c'est économique, c'est pas cher aussi. C'est ça, c'est vraiment. Oui. Alors, il ne faudrait pas que ça soit trop fin ni trop épais. Ni trop fin, ni trop épais. Alors, sachant que moi, je fais des mini. Oui. Comme vous pouvez voir. Alors, On fait combien de languettes? 5? moi, j'en fais 4. 4, d'accord. Ouais. Et comme on dit, Koul Sbab Sanaa. On le C'est voit ça bien. les mini? C'est ça, les 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, on la ferme. C'est Voilà. ça. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme. Voilà. Et la cinquième. Ensuite, je vous laisse en prendre un. Ben, c'est la même chose. Je pense que je fais la même forme. D'accord. Voilà. Yazid, Et tu mais vas alors, en aussi. petit, vous voulez essayer? Allez. Hein? Allez. Comment? أما الثاني كراه يكون 7 بصنعة. Yazid. Moi, Allez. je suis coincé avec le... Voilà. Voilà. Allez. Après, je ne sais pas si on vous arrive avez à voir. déjà modelé en tout petit. Oui, tout petit, je sais pas. Hein. Bon, moi, la mienne, je la fais comme ça en général. Ah Voilà. ouais, Ça joli. va Ouais. Ouais. Très joli. C'est bon? Ouais, Ah, super. Voilà. C'est le cache là-bas. Yazid, on te montre, regarde. أنا عميتها c'est bon. Essayez. Alors, ouais, vous prenez.
Et vous en passez un dans l'autre? C'est pas mon truc. Hein. C'est de chaque pointe, en fait, chaque pointe. Voilà, nous avons... La pointe de chaque côté, une pointe de chaque côté. Voilà. Voilà, comme ça. Non, non, vers le bas. Il y a celui... Alors voilà, écartez. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller lui montrer, sinon... Alors, on va reprendre. Alors, ah ouais, là vous êtes parti. Après, c'est un jeu d'enfant, une fois qu'on bah sait. oui, tout le plaisir est pour moi d'être coaché par un grand chef. Il en a lié deux. Ah. Voilà. Regardez, mesdames et messieurs, mon grillage. Voilà. Bravo. Ou je l'aime par-dessus. Après, une fois que ça sera cuit. Trempé dans l'huile. Il y en a qui font des rosaces avec. C'est vraiment, après c'est vraiment au feeling de comment vous sentez vous les modeler. Ouais. D'accord, c'est joli. Merci beaucoup, chef. De rien. On a pu avoir un cours de cuisine en direct dans Bonjour d'Algérie ce matin, Yazid. Tu vas faire des grillage dorénavant? Ah oui, je vais essayer de le faire. Moi, je fais, par rapport à la gastronomie, mon petit péché mignon, c'est batata flio. Voilà. Batata flio. Batata flio. Voilà, c'est bon. C'est en tout cas, encore une fois, des recettes de nos grands-mères et qui savaient... C'est économique et on peut les avoir facilement quand on n'a pas de... Et c'est très goûteux. C'est très goûteux. Bon. Alors ça, c'est cuit, ça y est. C'est cuit. C'est trempé dans l'huile rapidement. Là, ça n'a pas changé trop de couleur. Non, alors comme je dis, ils sont au matcha. Ouais. C'est vraiment... je fais attention au niveau de la cuisson parce que ça peut perdre de sa couleur très rapidement, devenir très doré, et en plus de par le fait qu'il soit très petit. Très petit, c'est des bouchées. C'est des bouchées. Et je tiens vraiment à ce qu'on sente le goût du matcha. D'accord. Alors le matcha, on explique ce que c'est. Le matcha, c'est une plante japonaise avec bonne pour la santé. C'est ça. Et avec quoi on fait du thé. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que ça a un peu le goût du henna, du moins pour mon test. Mais en pâtisserie, ça s'adapte extrêmement bien. On va peut-être les montrer. Alors, allez, on y va. C'est la grande tendance. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la grande tendance en ce moment. Voilà. C'est les tout petits grillage qui ont été cuits dans l'huile et mielés. N'est-ce pas? Avec du sésame, c'est ça. Avec du sésame. Le djidjlen par-dessus. Donc ceux qui sont sur Bilibili, donc vous pouvez commander rapidement, voilà. Voilà. On doit leur parler en chinois. Hein? Sinon, dites-nous quels sont vos projets ici en Algérie? Alors du coup, dans mes projets, ce que j'aurais aimé faire, donc déjà pouvoir assister en tant qu'invité d'honneur au festival de couscous, c'est un honneur. Très bien. J'apprécie énormément cette invitation. Le 23, 24 et 25. D'accord. Et j'ai remarqué en fait, de par mes cousines, qu'il y a énormément de personnes qui pâtissent, mais un peu dans l'ombre, qui n'osent pas, mais qui sont très douées. Oui. Très douées. C'est vrai. J'aimerais vraiment aller dans ces wilayas, donner un peu de confiance en soi, peut-être. De confiance, de lumière. De lumière. De lumière à ces femmes ou à ces hommes qui pâtissent, en leur montrant que c'est important de pouvoir montrer leur savoir-faire. Vous allez aussi dans des collèges pour donner des cours? I used to. J'ai fait beaucoup ça en France. Ouais. Collège, maternelle, primaire aussi. Où j'apprends la pâtisserie aux plus jeunes. Et j'aimerais beaucoup vraiment développer ça en Algérie. Ici en Algérie, pourquoi pas? Ouais. Et il faut dire que la pâtisserie ces derniers temps, Yazid, c'est devenu une véritable, en tout cas, habitude. Il y a des émissions qui font donc de l'art culinaire aujourd'hui un véritable rendez-vous. Donc on suit, on essaye. Il y a des livres de cuisine, il y a maintenant des recettes sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc c'est des vidéos qui voyagent énormément. Et qui donne envie à beaucoup de gens d'en faire un métier, mais qui n'osent pas forcément en devenir. Ce qui est bien, c'est que le chef Dilou, elle
elle est dans la proximité avec les gens, dans les quartiers, et également, elle est également à Saint-Martin, elle est un peu partout, etc. Oui. Comme et c'est vrai qu'en fait, le fait d'avoir eu ce déclic de partir, ça m'a donné la chance de rencontrer énormément de chefs. Oui. J'ai un chef en particulier dont j'aimerais parler, c'est un chef algérien. On ne parle pas beaucoup de lui, mais c'est le chef exécutif du Trianon à Versailles. D'accord. Eddy Ben Ghanem. J'ai eu la chance de le rencontrer et il m'a rencontré aussi en ayant la chair de poule parce que du coup il me dit mais t'es algérienne. Oui. Mais on a tellement du mal à se trouver que quand je les ai rencontrés, lui, Hervé là-bas au Trianon, ils m'ont reçu mais tellement bien que je me suis... Enfin, il a des livres de recettes. On va le voir, parce qu'on a la vidéo donc, de différents événements auxquels vous participez. On va voir une vidéo tout de suite et on va voir justement cet Algérien. C'est comment? C'est où? C'est quand? Ouais, Gabi. C'est le faire rentrer ça? Ça va? Aujourd'hui c'est bon. Pas plus. Si on la vend aux chef, écoute. Ça fait plaisir de revoir tous ces souvenirs. Ouais. Moi j'ai faim, Oui. La marguerite à la fleur d'oranger. À la fleur d'oranger, oh my God. On t'invite à goûter. Jimmy. Tepsé, carrément. Je vais le nationaliser, c'est bon. On va goûter tout à l'heure des bonnes pâtisseries donc, de notre chef aujourd'hui. C'est très bon. Ouais, merci beaucoup. Attention, on va terminer l'émission, Yazid. Et nous avons un cadeau pour toi, et c'est notre cher Filla qui vous remet ce cadeau. C'est pour découper un plateau, ouais. Voilà. Qui vient tout droit, qui vient tout droit d'une olivier. D'une olivier de Amir Rabah, de Palestro, al-Khdaria. Voilà. Je suis très enchantée. En plus c'est mon arbre préféré. Tout à fait. Et c'est vraiment. J'apprécie. Merci Fella. Un outil indispensable pour chaque chef. Exactement. Et on vous souhaite un nouveau départ. Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'être C'est un honneur. Merci. On est très fiers en tout cas de tout ce que vous représentez. Merci. Bon courage pour votre carrière encore qui doit être encore bien longue, Inch'Allah, et avec de belles rencontres, tout comme celles que vous venez de citer. Voilà. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci Yazid. À la prochaine. Et puis on n'oublie pas de saluer aussi une dame qui nous a reçus, qui elle est dans les pâtisseries. On a eu le plaisir de la recevoir au niveau de Marseille, quand on a réalisé l'émission L'Aïda Marseille. Il s'agit donc de Rima Neriman, qui est représente les fourneaux de Rima. Eh bien, elle a eu un petit bébé quand on a fait l'émission. Elle était enceinte, donc elle a eu une petite fille qu'elle a appelée Ilef. Donc, on lui souhaite longue vie à cette petite. Et en tout cas, félicitations aux parents. Voilà. Merci beaucoup à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Excellente journée.